Salut à tous et bienvenue sur le podcast de la prod. Je suis Jean-Baptiste Lalo, producteur, et dans chaque épisode, je vous propose de rencontrer des actrices et des acteurs du monde de la production, dans les domaines de la pub, du clip, de la fiction et des autres formats vidéo. On parle de leur parcours, de leur métier et de la production. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Sophie. Bonjour Jean-Baptiste. Tu vas bien ? Très bien, et toi ? Ouais, super. Bah écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast de la prod. Merci beaucoup de m'inviter. On va prendre un petit moment tous les deux pour parler de la prod et de ce que tu as fait. Oui. Mais tout d'abord, je te propose peut-être de me dire déjà en quelques mots ce que tu fais aujourd'hui, qui tu es et ce que tu fais. Alors, ce que je fais aujourd'hui, de la production. Je fais film, photo, digital. Pour des marques, des annonceurs, des agences, beaucoup d'agences. Et voilà, et je le fais à mon rythme, donc c'est plutôt très bien. Ouais, à ton rythme, ça veut dire que tu es complètement freelance ? Je suis totalement indépendante, ouais. D'accord. Et tu es seule dans ta boîte ou vous êtes plusieurs ? Je suis seule. Tu es seule, d'accord. Donc c'est vraiment un système freelance liberté. Exactement. Ouais, d'accord. Et donc, tu fais aussi de la prod... Donc, tu fais essentiellement de la prod pour les agences, oui. En tant que TV prod. Oui. C'est ça. Et est-ce que tu fais aussi de la production ? Ça m'arrive. En tant que productrice, je veux dire. Ça m'arrive. Ouais. Ça m'arrive, oui. J'en ai fait... le dernier que j'ai fait, c'était juste avant le confinement. C'était pour Chanel. Donc, c'était assez rigolo. Mais voilà. Après, les choses ont fait que je me suis peut-être pas assez bougé pour rencontrer plus de gens, en fait. Je laisse un peu les choses venir. D'accord, ok. Donc, c'est comme ça que tu as fait tes choix ? Que j'ai fait... Non, au départ, c'était pas exactement ça. Quand j'ai arrêté les agences... je voulais pas retourner physiquement en agence. Ça, c'était une évidence. Mais j'avais commencé à recontacter des gens avec qui j'avais travaillé par le passé ou que j'avais croisé ou autre. Et le confinement a fait que tout a été bloqué. Il y en a plusieurs qui ont changé de poste ou de pays. Et tout recommencer... voilà, j'ai pas eu assez la niaque, je dirais, pour recommencer le tout. C'est pas hyper simple, en fait. Ouais. Donc voilà. D'accord, ok. Super. Bon, écoute, tu vas nous raconter tout ça. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du début ? T'as grandi où ? Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé dans la prod après ? Alors, tout au début, en fait, je viens pas du tout de la pub ou de la prod, voilà. Ouais. Je faisais de la finance, en fait, au départ. Et j'ai la pas finance. du tout aimé. J'ai fait 3 mois chez Arthur Andersen et je me suis dit que c'était pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Ah ouais. T'avais fait une école de gestion ou un truc comme ça ? Ouais. Du coup, j'ai repris une année d'études en spécialisation publicitaire et il me fallait un stage. Et BDDP à l'époque, ça s'appelait encore BDDP. Je sais plus comment ça s'est fait d'ailleurs. Je sais que je les ai eus en contact et ils cherchaient quelqu'un à l'achat d'art. Et ils m'ont proposé de venir. J'avais très très peur parce que la première chose que j'ai dit, c'est je n'ai pas fait l'histoire de l'art en fait. Ouais. Donc achat d'art, je comprends pas le principe. Et on m'a dit non, pas du tout. C'est vrai que ça fait un peu peur comme terme, achat d'art. Tu peux expliquer ce que c'est ? On se dit voilà, c'est de la production photo en fait. Ouais. Mais dans les agences, ça s'appelle l'achat d'art. Donc c'est vrai que quand on n'y connaît rien au départ, je me suis dit oulala, c'est pas du tout ma formation. Et voilà, j'ai appris avec Barbara Chevalier au départ. Avec qui je suis restée en stage pendant 1 an. Et puis après j'ai migré chez FIS au moment de la fusion BDDP et TB. Et je suis pas restée très longtemps, j'avoue. Qu'est-ce qui fait Attends, excuse-moi. Juste, qu'est-ce qui fait que donc tu as fait un peu de finance et tu as pu... C'est quoi la transition pour basculer sur de la pub ? T'as dit, tu as fait une année de pub. Comment t'es pris dans... Ouais, vas-y, je t'en prie. Pardon, j'ai repris une année en fait. Je me suis réinscrite. Ce sont des écoles privées après. Ouais. En vrai, beaucoup. Et du coup, je me suis réinscrite. Je sais plus quel niveau j'avais, mais voilà, j'avais dit que j'avais fait finance et économie et que ça me plaisait pas. Donc j'avais eu un entretien avant, évidemment. D'accord, ok. Et que je voulais partir sur la communication, marketing, pub. Enfin, je savais pas trop en fait. Donc voilà comment j'ai. En tout cas, plus de la finance.
Plus de la finance pure. Ah non. On t'entend un peu de loin, là. Je sais pas si tu t'es décalé. Pardon, j'ai bougé le micro, je pense. Ouais, c'est voilà, mieux, là. Ouais, carrément. Cool. Voilà. Et, d'accord, donc finance vers la com, et ensuite la com, bon là, c'était plus facile, la transition, une année de com vers un stage dans une agence. Exactement. Ouais, d'accord. Et ton background de finance, non, parce que tu as fait que 3 mois, c'est ça que tu m'as dit? Ah oui, j'ai fait que 3 mois. Oui, d'accord, ok. Donc c'est pas comme mes si études, j'ai fait 3 mois et j'ai fait ah non. Je vais pas du tout aimer en fait. Ouais, d'accord, ok. Je m'imaginais pas du tout faire ma vie là-dedans. Donc t'as mis assez vite t'as bossé assez vite en fait. Bah après mon stage, ouais. Ouais, d'accord. Absolument. Ok. Et alors c'était comment ces premières années? Donc je t'ai coupé sur le moment où tu allais changer. Alors les premières années, oui, il y a eu EFIS où ça se structurait, ça se montait, etc. Puis l'achat d'art, il n'y avait pas grand-chose en fait. C'était beaucoup géré par la maison mère entre guillemets, donc les recherches de stock et d'aide. Voilà, j'étais pas super fan. Et en fait, Hélène Harris cherchait une assistante chez DDB. Et du coup, j'ai postulé, je suis rentrée chez DDB où j'ai énormément appris. C'était une super école. C'était avec Christian Vince à l'époque en tant que directeur de création. Ouais. Et je suis restée 2 ans et c'était vraiment c'était assez génial en fait. Et là, tu étais donc assistante de Hélène Harris. Qui était, j'imagine, la head of prod Oui, de l'achat d'art, qui m'a vite fait passer junior, etc. Et puis après, elle est partie à Cuba. Du coup, voilà, je suis partie pas très longtemps après elle. Parce que elle était partie et que notre décès de l'époque, Christian Vince partait aussi pour un petit voyage de quelques mois. Donc voilà. C'était le moment. Moi j'aime bien avoir. Voilà, je trouve que c'est un métier où on travaille aussi pour des gens. Il faut qu'il y ait une certaine relation pour avoir l'envie, la confiance et envie de continuer et d'avancer. Donc du coup, je suis partie et après j'ai travaillé avec Gabriel Gauthier à la Young. Voilà. D'accord. Je suis restée 4 ans, c'était très sympa aussi. Et alors, c'était toujours en achat d'art ou tu faisais aussi du film? Toujours à l'achat d'art. Ouais. Là, j'étais toujours à l'achat d'art. Je suis restée 4 ans. Il a monté Leg. Du coup, la dernière année, j'étais entre la Young et Leg. Et voilà, c'est pour ça que je dis on bouge aussi pour. Enfin, moi, en tout cas, je bouge pour des gens. J'ai bougé pour des gens. Et après, il y a mes 2 grands potes de l'époque, Sylvain Tirache et Alexandre Hervé, qui avaient pris la direction de création de DDB. Et du coup, on s'est vus et je suis revenue. Et je suis revenue. D'accord. Je suis revenue à l'achat d'art et voilà, rigolo, marrant. Enfin, voilà, c'était très bien. Et à un moment donné, j'avais l'impression de tourner en rond à l'achat d'art. Et vu que je les connais bien et que voilà, je leur ai dit à un moment donné que je savais pas quoi faire, mais que je réfléchissais à autre chose parce que je commençais à tourner en rond en fait. Et alors donc tu as fait 8 ans, un truc comme ça d'achat d'art, si j'ai bien compris? J'ai fait chez DDB la deuxième période, j'ai fait, je sais plus. Oh là là. Je sais plus. En tout cas, je sais plus combien de temps en fait. Je me souviens combien de temps je suis restée chez DDB. Mais alors le ratio, mais en fait après ce qui s'est passé c'est qu'on on a déjeuné et ils m'ont proposé la TV. D'accord, mais alors donc, sur toute cette partie les premières années où tu fais que de l'achat d'art. Les premières années, achat d'art, j'ai fait. Ouais, vas-y, pardon. J'étais en train de compter. J'ai fait la période EFIS, mes 2 ans DDB, 4 ans à la Young. Et chez DDB, j'en ai refait aussi. Donc, j'en avais déjà fait 6 ans avant de revenir chez DDB, 6 ou 7 ans avant de revenir chez DDB, ouais. Ouais, d'accord, ok. Donc, je suis pas trop loin. Donc, en gros, tu as fait pas mal d'années d'achat d'art, donc de la production photo. Oui. Est-ce que tu peux, avant qu'on passe au film, est-ce que tu peux un peu expliquer comment c'était déjà à l'époque et puis comment les grandes différences, tu vois, les grandes différences quand tu achètes du film ou de la photo. Ouais, c'est pas le même métier. C'est pas le même métier. Tu peux expliquer un peu plus? Bon, je t'explique la manière dont moi on m'a appris, parce que j'ai l'impression que ça évolue aussi. Mais voilà, on a une création, il faut trouver le bon photographe pour faire la campagne. Donc jusque-là, c'est plutôt pareil, on cherche le même réal. Mais bon, photographe. Et après, une fois qu'on a le photographe, en fait, on monte toute la prod. Donc trouver le casting directeur, la styliste, le coiffeur, le maquilleur, toute l'équipe, c'est nous qui la montions. Donc vous, l'agence, il n'y avait pas de production en fait? Non. Okay. Non, c'était l'achat d'art qui s'en occupait. Donc voilà, donc c'était assez rigolo. Ça, c'est particulier à toutes les campagnes, hormis, je dirais, le luxe.
Le luxe, souvent, voilà, il y a une production avec que connaît l'agent ou le photographe, qu'ils imposent, avec qui ils veulent travailler. Voilà. Mais après, les campagnes, de manière générale, voilà, hors luxe, on va dire, c'est nous qui montions tout. D'accord. Donc en fait, vous étiez vraiment production photo et alors justement, ce côté trouver les meilleurs photographes ou alors ce côté un peu talent scouting. Est-ce que c'est différent du film? Est-ce qu'il y a des exclusivités avec certaines agences, comme tu peux avoir des exclusivités de réal avec certaines prods? Comment ça fonctionne? Ouais, il y avait des exclusivités. Il y a des grands agents de photographes. Bon, il y en a encore, mais moins, je trouve. Mais il y avait Marion de Beaupré, il y avait Véronique Pérez-Domergue à l'époque qui représentait les grands photographes stars. Enfin, il y en avait plusieurs comme ça, et ils étaient attachés à un agent. On les appelait pas en direct. Bah alors, je parlais pas de ça. Je parlais pas d'exclus entre agent et photographe. Je parlais plutôt d'exclus entre agence / production, parce qu'en photo, ce que je vous promets, c'est que tu me disais que vous étiez production, et des photographes. Est-ce que tu as des photographes que tu pouvais pas avoir parce que tu étais DDB et pas une autre agence? Bah non, on avait tout le monde là. Ouais, il y avait pas de... Ouais, d'accord. Non, nous on produisait pas. Enfin, j'ai toutes les agences que j'avais faites, on n'a jamais représenté de photographe ou de réal ou autre. Même les quand je dis qu'on trouvait le directeur de casting, le coiffeur, le maquilleur, etc., c'était des personnes indépendantes. Comme maintenant, on peut monter une prod et appeler des gens pour travailler sur cette prod. Ouais, je comprends bien. Personne n'était attaché à l'agence. Ouais, d'accord, ok. Donc pas d'exclus. Donc tu pouvais trouver n'importe quel... avec qui on voulait. D'accord, n'importe quel photographe et n'importe quelle équipe qui allait avec le photographe. D'accord. Et en termes d'autres différences ou d'autres trucs un peu particuliers qu'il y avait en photo par rapport à du film? Il y avait d'autres choses? Ça déjà, de pouvoir choisir son casting directeur, la styliste, le coiffeur, le maquilleur, les mains dedans, quoi. Le repéreur, enfin voilà, tout ce qu'il y a autour de la production et tous les intervenants, c'est l'achat d'art. Bon, qui choisissait, on n'imposait rien, hein, évidemment, on en était soumis à discussion avec le photographe, avec les équipes, voilà. Mais c'était nous qui nous occupions de tout ça. D'accord, ok. Donc vraiment de la prod. Et ça marche. Et donc pourquoi t'en avais marre de la... c'est pas que j'en avais marre. J'aimais bien, mais j'ai l'impression de tourner en rond en fait. J'aime bien les challenges et j'ai l'impression de plus en avoir. D'accord. Donc voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'en ai parlé et que Sylvain et Alex m'ont proposé de faire la TV. D'accord. Donc voilà, on s'est laissé 1 an parce que je connaissais pas et je me suis dit c'est marrant, c'est un nouveau sujet, mais peut-être que ça me plairait pas. Et eux, pareil, peut-être que je conviendrais pas sur ce profil-là en fait. Et pendant toutes ces années où tu as fait de l'achat d'art en photo, il y avait pas des ponts entre, il y avait pas des fois où on te prenait en renfort sur un film, enfin tu touchais pas du tout au film? Non. D'accord. Parce que dans des agences maintenant, ça se mélange un peu plus quand même. J'ai l'impression que pas si facilement que ça, je trouve. Hein. Ouais. Moi, je sais chez DDB, les 2 services, du coup, quand j'ai repris le service télé et qu'on a mélangé toute la prod, en fait. Du coup, télé, photo, le son, la post-prod, etc. C'était beaucoup plus facile et j'ai ouvert à tout le monde, enfin ceux qui voulaient en tout cas. C'était beaucoup plus simple et dans 90% des cas, c'était les acheteurs d'art qui montaient sur le film et pas l'inverse. Oui, d'accord. Les TV avaient du mal à descendre sur la photo. D'accord, donc tu le dis même, enfin, monter ou descendre, c'était vu comme ça. Non, j'ai l'impression que dans leur tête, c'était vu comme ça. Après, pour moi, ça reste de la prod de toute manière. Donc, il y a rien de négatif. C'est pas mieux ou moins bien. C'est de la prod. D'accord. Mais voilà. Mais ça, c'était ta vision, mais pas forcément celle des gens que tu avais dans l'équipe. C'est ça que je comprends? C'est ça. Les acheteurs d'art ou acheteuses d'art acceptaient de faire du film. L'inverse, moins. D'accord, ok. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là, donc après toute la photo, que tu as fait de la TV, et tu as tout de suite pris un poste de direction de la TV, ou tu étais d'abord TV prod? Non, j'étais responsable de la TV, du coup. D'un seul coup, d'accord. Et alors, comment ça se passe, ça, quand tu arrives avec des TV prod qui, eux, veulent pas descendre, comme tu dis, à faire de l'achat d'art? J'aurais pas dû employer ce mot, ça peut être mal pris. Non, t'inquiète pas. Pardon, je veux pas que ce soit mal pris. Non, mais je comprends que c'est pas ta vision à toi, je comprends que ça allait être celle de certains, en tout cas, et comment ça se passe quand tout à coup tu deviens manager de ces gens-là? Moi, je n'ai rien obligé à personne, hein. C'était une proposition et chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est vrai que j'ai mis
Facile 1 an, et je continue d'ailleurs, tu vois encore aujourd'hui, ce que je trouve assez drôle. Moi j'ai embêté plein de gens pendant 1 an. Que ce soit les TV, il y avait Florence Potesperi qui a été top et à qui j'ai dû prendre la tête démesurément. Pour apprendre. Bah oui. Bah oui, plus plein de producteurs à qui je recevais des choses. Mais c'est quoi? Ça correspond à quoi? Tu m'expliques. J'ai posé exactement. C'est bien. Quoi ces trucs quoi? Voilà, la première fois que j'ai vu un retour, c'est quoi tous les trucs qui y a écrit dessus? J'ai posé des questions, mais dans tous les sens. Donc, je voulais comprendre. Sinon, je vois pas comment on peut expliquer un devis, vendre un devis, expliquer comment ça va se passer si je comprenais pas en fait. Mais t'osais poser les questions parce que dans ces moments-là, on peut justement se dire oh là là. J'attends, je dis pas grand-chose, je veux pas montrer que je ne sais pas. Sinon, on n'apprend jamais, en fait. Ouais. Parce que je pense qu'on a tous des questions différentes à un moment donné. Donc, voilà, moi, je posais des questions où je ne savais pas, j'étais perdue et j'avais besoin de comprendre. Donc, c'est vrai que pendant 1 an, je pense que les gens qui avaient autour de moi, et je remercie encore Florence parce qu'elle a été hyper patiente, mais que ce soit Florence ou les producteurs avec qui j'avais travaillé ces premières années, comme Sylvain, comme Rike, comme voilà, plein de gens, ils ont dû se dire elle est fatigante, on n'est pas à l'école, quoi. Mais ils ont été patients, ils ont été géniaux. Ils m'ont répondu à tout. Et ces gens dont tu parles, c'était des TV prod? Non, Rike Katberg a été productrice, Sylvain Mella a été productrice aussi, Florence Potesperi était TV prod, on était dans le même bureau. Voilà. Ouais, d'accord. Donc tu apprenais à la fois tes collègues et puis des producteurs. Donc je prenais les informations de tout le monde. Ouais, d'accord. Voilà. C'est cool. Et puis je me suis fait aussi tout un été à regarder beaucoup de bandes réales. À l'époque, il sortait des DVD avec les Cannes Lions que j'ai mangé pendant tout un été. Ouais. Je m'étais fait une liste, c'était assez drôle. Je m'étais fait une liste de ceux que j'aimais bien et en fait, voilà, j'ai peut-être cette déformation parce que je viens de la photo, donc sur tout ce qui est lumière. Et quand je l'ai ramené à cette liste à Sylvain et Alex, Sylvain a rigolé en me disant c'est bien, t'as pris les moins chers de la Terre. En fait, c'était la liste des très gros réals, je ne savais pas. Je sais pas, moi j'ai regardé, c'était bien. J'ai mis pourquoi. Voilà, bon. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, cette première année où tu apprends plein de trucs, et là, dès le début, avec ton arrivée, la prod se transforme en quelque chose où vous faites de tout, du son, de la post-prod, de la photo et de la TV La son, il y avait déjà un bureau son chez DDB, il y avait, mais tout a été... voilà, on était tous ensemble au moins. D'accord, c'était plutôt pas mal, quoi. Et toi, tu chapeautais tout ça ou oui. Ouais, d'accord, ok. Ouais, donc petite pression quand même. T'arrives, tu connais pas encore chacun des... Enfin, tu viens d'un seul département et tu dois tout à coup manager tout, quoi. Tu l'as bien vécu ce moment-là ou justement tu t'es... Ouais, j'espère que mon ancienne équipe l'a pas mal vécu, mais en fait, j'arrêtais pas de poser des questions, donc bon. Ouais, bah après, je n'imposais rien pendant moi la première année. Ça a été, fallait que je comprenne. Et puis après, on a changé certaines choses, mais la première année, il fallait que je comprenne, aussi bien tout ce qui était post-prod, ce qui était le son, tout le film, tout ça, quoi. Bah, je pense que ça doit être plutôt agréable quand même quand tu arrives et justement tu connais pas tout, plutôt que d'imposer des choses sans connaître, tu as pris le temps d'apprendre et de comprendre, quoi. Exactement. Ouais. Et ensuite, donc au bout d'un an, tu as plus compris les trucs et plus appris les choses. Et là, t'es resté combien de temps ensuite? Je sais plus. En tout, je suis restée 13 ans chez DDB. Après, combien de temps à la télé, je me souviens plus. D'accord. Enfin, à la télé, en reprenant le tout, parce qu'il y avait la Chadar aussi. J'avais pas abandonné la Chadar pour autant. Mais d'accord, donc pas mal de temps. Et alors, tu peux nous parler un peu de cette période? Est-ce qu'il y a eu des changements d'organisation ou dans le paysage publicitaire? Qu'est-ce qui s'est passé en gros sur ces quelques années et qu'est-ce que toi t'as appris? Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu effectivement, vu que le service regroupait tout, on est arrivé assez souvent à faire des campagnes globales où il y avait film, print, digital. Le digital est arrivé aussi entre-temps, donc il commençait à prendre une sacrée place. Donc voilà, c'était comment on regroupe le tout, qu'on évite qu'il y ait 10 personnes et qu'il n'y en ait qu'une qui coordonne tout, donc soit la TV, soit l'acheteuse, soit peu importe, enfin la productrice et ou le producteur d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi des garçons. Et voilà, ça devenait plus cohérent, je trouve, en fait, que ce soit supervisé par une personne pour avoir un œil global sur l'ensemble et une manière globale de fabriquer, pour éviter aussi qu'il y en ait certains qui se sentent lésés, parce que voilà,
le print a toujours été le parent pauvre entre guillemets du film. Bon, le digital encore plus. Ouais. Donc il faut laisser du temps à tout le monde et un minimum de temps pour sortir le meilleur matériel possible. Donc il fallait être un peu arbitre aussi sur ces choses-là en fait. D'accord. Et donc cette proposition que tu avais, plutôt que de scinder des départements, de dire chaque personne va pouvoir faire du 360 de tous les départements, quoi. Est-ce que ça a été compliqué à mettre en place? Parce que ça veut dire apprendre comme toi qui a posé toutes tes questions, ça voulait dire apprendre les autres métiers, mais par contre avoir aussi l'intérêt de pouvoir toucher à plus de choses différentes, de moins s'ennuyer. Est-ce que ça, les gens ont suivi ou tu as eu du mal à non, ce que je disais tout à l'heure, les acheteurs d'art l'ont fait et le faisaient très bien d'ailleurs. Parce que pareil, ils ont appris, voilà. Et ce que j'aurais dit, moi j'ai posé des questions, vous gênez pas pour poser des questions. Il y a comme ça qu'on comprend et qu'on sait de quoi on parle. Donc voilà, dans ce sens-là, il n'y avait pas de souci. Après les TV, ouais, c'était pas. J'avais pas hyper envie en fait. C'est plus dur, d'accord. Ok. Et ça, donc au début, ça peut être dur. Au bout de quelques années, est-ce que comment ça a évolué au niveau de, je sais pas, de la taille de l'équipe ou de cette organisation même que tu voulais mettre en place? Je l'ai jamais vraiment changé en fait. D'ailleurs, j'ai jamais changé la taille de l'équipe. On fonctionnait beaucoup. Je prenais beaucoup de freelance en revanche. Ouais. Ouais, parce qu'il n'y avait jamais assez. Bon, il y avait toujours la période creuse, entre guillemets, qui était plus ou moins l'été, puisque les départs en vacances, puisque les clients étaient en vacances aussi. Enfin, il y a une période où ça existait vraiment, faut dire. Maintenant, c'est un peu moins le cas, j'avoue. Où on pouvait déconnecter. Ouais, mais du coup, voilà, il y avait des roulements, mais voilà. Sinon, le reste de l'année, en dehors de l'été, entre guillemets, enfin, je dirais même du mois d'août, entre guillemets, il y a toujours eu 3 ou 4 freelances à l'agence, quoi. D'accord. Donc freelance TV prod / achat d'art. Ouais. C'est ça. Okay. Et d'ailleurs, même les TV, c'était rigolo. Les free, quand il y avait une campagne globale, elles prenaient le tout. Elles allaient voir les acheteurs d'art pour se faire briefer comment ça marchait, etc. Mais elles géraient plus le tout. Ouais. C'était assez rigolo. Ah, c'est bien. D'accord. Ok. Donc ça s'est plutôt bien passé, si je comprends bien. Ouais, c'était une belle période. Quand tu as fait ce choix-là d'uniformiser un peu, enfin de tout mélanger dans la prod, c'était pas un choix perso, hein. C'était une discussion avec la direction de création. D'accord. Ok. Et à ce moment-là, il y a eu l'envie de. Est-ce qu'il y a eu l'envie de faire aussi une prod intégrée ou ça c'est venu plus tard? Ça c'est venu plus tard, je dirais même à la demande. Du directeur financier. Ouais, d'accord. Au moins c'est clair. Voilà. Ouais, d'accord. Faut produire moins cher, créons une prod intégrée. Oui. D'accord. Et ça c'est venu après ton départ ou... Oui, ça s'est mis en place après mon départ. D'accord, ok. D'accord. Il y avait déjà une petite mise en place pour tout ce qui est digital, pour être souple. Il y avait un studio, voilà, pour que ça aille vite et que ce soit souple avant mon départ. Mais voilà, la vraie prod, entre guillemets, je crois qu'elle s'est mise en place. Puis après, je sais pas, hein, j'y suis plus, donc je veux pas dire n'importe quoi non plus. Mais en tout cas, s'il y a de la production interne des DB, ça s'est fait après mon départ. D'accord. Et alors, du coup, au bout de cette expérience des DB, qu'est-ce que t'étais, enfin, tu en retiens quoi de cette période-là? Et qu'est-ce qui t'a donné envie? Qu'est-ce qui a fait que tu as bougé? Alors, j'en retiens beaucoup de plaisir. Ouais. Parce que voilà, on s'est super amusé. Il y a eu toute la période DB avec Sylvain Alex. Après, il y a eu Sylvain a monté Sidley et du coup, il restait Alex. Alex a monté Romance et on a fait tout le début de Romance qui était super drôle. Les premiers Intermarchés, voilà. C'était quand même une période très sympathique. Le Intermarché connu, là, je sais plus comment il s'appelle. Là, le premier, oui, là. C'était avec Katia, ouais. Parce que Katia qui les a tous fait d'ailleurs, mais quasiment. Ouais, donc le premier, oui, L'amour. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est toi qui l'as. C'était le premier film Marc, ouais. C'était avec Alex, il y avait Vincent Bourseau et Damien Veillet comme créatif, Julien Bon. C'était assez fou cette première campagne. On avait plein de choses à faire et on avait des films produits entre guillemets et le film Marc, je crois qu'on avait passé 15 jours en Belgique, quoi. Je me suis dit oh là, mais on a une vraie maison en vrai, il va falloir rentrer chez nous. Pour le tourner? C'est assez fou. Oui, parce qu'il y avait une première partie sur tous les films produits
Ah oui, d'accord. Donc on avait déjà une semaine, et puis après c'était rentrer pour repartir tout de suite. Donc on était resté sur place avec Julien et le reste de l'équipe est arrivé. On a tourné encore une semaine, l'amour, mais c'était c'est bien, c'était super rigolo. Et alors, tu peux parce que ce film, je pense que beaucoup de gens l'ont vu. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus ce film-là, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des choses au tournage qui ont été un peu particulières à faire? C'était un format hyper différent, déjà un format très long, je crois. C'était un format long, ouais, c'était un des Qui était premiers un peu formats longs. une nouveauté. C'était non, ce qui est particulier, mais bon, ça arrive chez plein de distributeurs, c'est de tourner dans un magasin. Voilà, il y a toutes les lumières, etc. Il faut arriver à faire en sorte que ça reste quand même joli. Et ce qui était assez drôle, c'est qu'on avait un chef déco qui était génial et qui nous a refait tous les étals. Donc tout était magnifique, quoi. Ah oui, d'accord. Donc c'était un magasin peaufiné. Exactement. Et vous avez pu avoir le magasin pour vous, ou vous étiez Non, pas entièrement pour nous, mais on a eu une partie, on a tourné aussi de nuit. Donc voilà, mais oui, c'était assez sublime. C'était vraiment très chouette, cette campagne. Donc t'avais quand même les néons dégueulasses du magasin en même temps que tu devais faire ta lumière. Retravaillé. Non, c'était retravaillé, des choses qui étaient rallumées. D'accord. Tout ça avait été revu. Ouais, d'accord. Et donc pas de grosses difficultés particulières sur ce film, ou pas de choses vraiment. Pas de difficultés particulières. Après, c'est toujours un petit stress et un petit challenge en même temps, parce que c'est un premier film marque, c'est hyper attendu par l'agence évidemment, mais aussi par les clients. Donc voilà, c'est toujours le petit truc au départ où on se dit bon, ça va aller, est-ce il y a tout, est-ce que tout est couvert, donc voilà. D'accord. Et puis après, une fois que celui-là est fait, bon. Les autres étaient déjà plus dans le même style, Oui. Et puis il avait c'est resté sur la même lignée, mais voilà, fallait que ça marche, quoi. Ouais. Ah, super. Et du coup, c'est Romance qui a fait ces films-là, je crois, l'agence Romance. Ouais. Et alors, c'est quoi le lien, le directeur de création. Le lien avec DDB, c'était quoi? Romance, c'est une filiale, je crois, si je dis pas de bêtises. D'accord. Ça faisait partie du groupe, en tout cas. Voilà. Donc toi, quand je suis sûr de ne pas faire d'erreur sur le sur le lien. Le lien, ça fait partie du groupe DDB. Ouais, d'accord. Donc du coup, quand tu étais chez DDB, tu as pu bosser sur ce film-là. Ouais. D'accord. Et donc du coup, belle expérience chez DDB. Et qu'est-ce qui fait que t'es allé où après? T'as fait quoi? Après, j'ai arrêté. Ouais, je me suis mis en break pendant 6 mois. Et il fallait que je réfléchisse en fait à ce que je voulais faire. Voilà. Ouais. DDB, c'était top. Hein. J'ai fait plein de trucs géniaux, mais j'étais arrivé au bout d'un truc en fait. Ouais. Et tu réfléchissais à potentiellement faire même autre chose que de la prod? Non, parce que j'aimais bien la prod, mais je savais pas comment la faire en fait. Je voulais la faire en ayant plus de temps. J'ai l'impression de ne plus avoir de vie et de faire que ça, même si j'adore ça, hein, parce que voilà, faut quand même être passionné pour y passer autant de temps. Mais voilà, c'était pour le faire différemment, et je me suis dit que voilà, être indépendante, ça pouvait être aussi une option, voir si ça marche ou pas, mais que ça pouvait être une option. Et du coup voilà, je me suis mise en indépendante, j'ai lancé ma boîte et ouais. Voilà. Super. Et du coup, t'as fait ça tout de suite, ou t'as d'abord pris un break de 6 mois pour te poser? Non, j'ai pris un break. Je me suis voilà, plus ou moins posé pendant 6 mois à me dire comment je fais, quoi, qu'est-ce, comment. Voilà. Ouais. Je me voyais pas non plus rester dans l'expectative ou dans je prends le temps de réfléchir et du coup on prend plus le temps et on n'a plus envie, ou voilà. Il fallait qu'il y ait quelque chose derrière. Ouais. Donc, voilà. D'accord. Et donc, au bout de 6 mois, au bout de 6 mois, je me suis dit, je vais faire ça. Et j'ai eu de la chance que, voilà, Sylvain, mon cher Sylvain Tirage et Johan Delpuet chez Sidley avaient besoin de quelqu'un sur un nouveau sujet. Et du coup, pendant 6 mois, j'ai fait que du Sidley. D'accord. Voilà. Après, j'ai fait du Chanel avec Camille Cotin et Héloïse Lang. C'était hyper drôle aussi. Après, j'ai retravaillé avec Gabriel Gauthier chez Jésus. Je le dis peut-être dans le désordre, hein, je sais pas. Hein. Mais voilà, j'ai fait une campagne print
digital plutôt, pour Nobiol. J'ai fait, voilà, il y avait plein de choses différentes. Et puis là, ça fait un peu plus de 2 ans où Publicis, le groupe Publicis m'appelle régulièrement, donc c'est super sympa. Merci Christopher. Mais voilà, c'est assez sympa en fait. Je rencontre des gens différents tout le temps. C'est tout le temps des nouveaux sujets parce que voilà, je suis pas tout le temps sur le même sujet. Donc c'est rigolo. Et ça fait combien de temps là que du coup tu es indépendante? Ça fait pareil, j'ai pas compté. Alors pardon si je me trompe, mais je crois que ça date de 2019. D'accord, donc ça fait 3 4 ans. Ans. Ouais, 3-4 ans. Ok, ouais. D'accord, donc c'est assez jeune. Et alors du coup, pour revenir sur ce début du freelancing justement, toi, c'était quoi ta volonté? C'était de plus être attaché à une seule agence, j'imagine? Ouais, de plus être attaché à une seule agence, c'était surtout de plus me sentir obligée en fait. Ouais. Voilà. D'être beaucoup plus libre. D'être libre et de me dire, voilà, là, je vais parler beaucoup de Publicis parce que je passe beaucoup de temps avec eux, mais c'est vrai que je travaille avec des gens plutôt très sympas. Après, je les vois sur des périodes courtes puisque moi, c'est juste ma prod et que je vais pas physiquement au bureau. J'y vais quand il y a des réunions. Et c'est assez agréable et je me dis, voilà, avec le recul, je me dis que c'est quand même sympa de pas être obligé de travailler dans la tension, de pas être obligé de se retrouver avec des gens avec qui il n'y a pas d'atome crochu ou en tout cas, c'est compliqué. Je trouve que c'est un luxe. Et dès le début, tu étais dans ce mode remote, sauf pour les réunions? Ou c'est le Covid qui t'a aidé à... Non, je le faisais déjà pas mal au début. Chez Sidley, enfin avec Sidley, quand j'ai travaillé avec eux, je le faisais, voilà, j'y allais de temps en temps, mais je m'installais pas, je me suis pas installée dans les bureaux. D'accord, il n'y avait pas ce côté, de devoir y aller tous les jours, même si tu es freelance, en fait, pendant 6 mois, tu es là tout le temps. Non, je voulais être à distance. En fait, je trouve qu'il y a un moment donné, pour moi, c'est un peu de toutes les agences, hein, chaque agence a, tu vois, c'est des côtés super sympas et en même temps un côté qui peut devenir un peu oppressant. Ouais. Et je préfère garder que les côtés sympas. Bah, c'est bien. Quand tu passes de temps en temps, t'as que les côtés sympas. Bah ouais, c'est quand même le but, non? Bah oui, absolument. Et alors du coup, donc t'as pas du tout eu de problème à trouver du boulot, si je comprends bien, quand t'as commencé freelance. Essentiellement avec des gens que tu connaissais déjà? Ouais. C'est ça? T'as pas prospecté? Non, ce que je te disais, à part le Chanel, le Nobiol, voilà, quelques projets comme ça, non. D'accord. Non. C'était beaucoup avec des gens que je connaissais, avec qui j'avais déjà travaillé. Ce qui est pas mal aussi, parce que du coup, on se connaît. Donc. Bah ouais. Et donc du coup, de faire ça t'a permis de toucher à des sujets différents. Pas que film, du coup. Non, ça tu faisais déjà. Ouais. Non, film, photo, digital. Donc je suis toujours sur les mêmes productions, le même type de production. Après, est-ce que ça m'a permis de nouveau? Non, je sais pas quoi répondre à ça. Non, mais en gros, la question que je me posais, c'était si quand tu es dans une seule agence, au bout d'un moment, forcément, il y a que certains clients, quoi, certains types de films. J'imagine que la question que je me pose, en gros, c'est pour les gens qui nous écoutent, qui se disent, bah tiens, est-ce que ça vaut le coup d'être en agence ou freelance? C'est qu'est-ce que tu y gagnes? Je pense que ça dépend des agences où on se trouve. Moi, je sais que DDB, pour le coup, c'était hyper large au niveau des clients. Tu pouvais aussi bien travailler sur de la voiture, de l'alimentaire, du luxe, du make-up. Enfin, c'était quand même très, très large. Donc, voilà, quand on a fait même des jeux vidéo, on a fait du Ubisoft, c'est des campagnes assez folles. Etsy, c'était assez fou. Enfin, voilà, il y a eu Givenchy pendant très longtemps chez les DB aussi. Donc, on pouvait vraiment toucher à tout. C'était pas une agence que voiture ou que alimentaire ou autre. Donc, donc voilà. Et là, c'est ce que je retrouve aussi chez Publicis, par exemple. Ouais, d'accord. Parce que je vogue du luxe au 133 où il y a énormément de choses aussi, et du coup il y a énormément de sujets différents, donc c'est marrant, et ça évite le côté sclérosant de travailler que sur la même chose tout le temps, quoi. Ouais. Mais alors du coup là t'as touché à beaucoup de choses, du film, de la photo, tout ça, beaucoup de types de films avec plein de clients différents, plein d'agences différentes. T'arrives à toujours aimer ça? Tu t'ennuies pas? Non.
Alors, Non, comment pas tu du fais tout. pour t'ennuyer? Ce sont les scripts, en fait. Ouais. Parce qu'il y a toujours un truc dans les scripts où tu te dis, bon, voilà, qu'est-ce qui fait que, tu vois, ça peut être rigolo, ou ce qui fait que, il est où le petit challenge, ou voilà. Donc, tu pars tout le temps, voilà, dans des recherches réelles. Du coup, tu travailles avec des nouvelles équipes, enfin, nouveau ou pas, hein. Mais tu remontes tout le temps quelque chose, tu recrées quelque chose. T'es loin là. Je suis loin. Pardon, Ouais, j'ai rebougé le micro. Ouais, c'est ça. Merci. Pardon. Ok, donc la diversité des scripts et des gens te permet que Ouais, tu ne t'ennuies pas. Non. Okay. Non, je m'ennuie pas du tout. Non, je trouve que c'est assez luxueux, en fait. Ouais. De pouvoir continuer à s'amuser, de pouvoir continuer à rencontrer de nouvelles personnes. Je sais pas s'il y a beaucoup de métiers qui permettent ça, de rencontrer autant de monde et de nouveaux talents, de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire les choses. Donc ça te plaît toujours et donc ça devrait continuer. Toujours, ouais. Absolument. Et alors, pour expliquer un petit peu plus les différences TV prod, productrices ou producteurs, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi déjà tu t'es jamais lancé en prod pure? Est-ce que tu as fait le choix de rester côté agence? Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui a fait que tu as eu envie de faire ça? Ce que j'ai eu envie de faire ça, je me suis pas posé la question. Pour être très honnête, je me suis jamais si tu avais le choix posé là tout de suite, si je te disais tiens, tu as envie d'être dans une prod ou rester côté TV prod, qu'est-ce qui ferait que tu aurais envie d'aller dans l'un ou dans l'autre? Je sais pas si c'est un choix que j'aurais envie de faire, en fait. Faire les deux, ça m'amuserait. Me fermer de l'un des deux, ça m'amuserait pas. D'accord. Donc là, tu considères que tu fais aussi de la prod, du coup, tu fais pas que de la TV prod pour toi? Ouais, beaucoup moins évidemment, mais ouais, sur le Chanel, on l'avait produit, le Honorable, on l'a produit. Il y a des choses comme ça qu'on a produit, mais je garde aussi ce côté TV parce que je trouve que c'est un point et une relation client et une relation avec les créas qui est hyper importante, en fait. Ouais. De pouvoir échanger, partager, pourquoi on le fait comme ça. Et c'est toujours rattaché à la création, donc ouais, je trouve que les créatifs sont super importants. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que pour toi, il n'y a pas une différence hyper nette entre le monde de la production et le monde de la TV production, par exemple, tu vois? Alors que quand je parle avec d'autres gens, genre avec Titem, que tu connais bien, j'imagine, où il y a vraiment, c'est vraiment pas le même métier et il y a une grosse frontière entre les deux, j'ai l'impression que tu n'as pas la même façon de voir les choses. Non, parce que j'ai déjà produit, je pense. Ouais. Donc, il y a plein de choses que je peux comprendre de la part d'un producteur et que je peux comprendre d'une TV, mais après, voilà. Où est-ce que tu mets le juste milieu? Où est-ce que tu arrêtes le truc? Où est-ce que jusqu'où on va, quoi? Parce que l'intérêt, c'est quand même de livrer le meilleur. Donc, on est un peu... En fait, moi, je trouve que le métier de TV, t'es à cheval entre plein de gens. Que ce soit l'équipe commerciale par rapport aux demandes clients, que ce soit l'équipe créative, où on se dit, bon, jusqu'où on va, parce qu'on a aussi un budget à tenir. Et en même temps, on a envie que le film soit top pour X raisons. Donc, voilà. Et entre la prod, parce qu'on collabore. Donc, on fait les choses ensemble à un moment donné. C'est pas chacun de son côté et tout n'est pas verrouillé. Donc, tous ces services, on est censé travailler ensemble et ramener le meilleur ensemble. Et je trouve qu'on a aussi un rôle d'équilibriste, en fait. Ouais. Se dire, voilà. Donc là, est-ce qu'on peut pousser jusque-là parce que c'est la demande créa, en même temps, j'ai pas plus de budget ou voilà, enfin, il y a des... Voilà, je trouve que équilibriste, c'est le bon mot. Ouais. Donc, à l'inverse du producteur ou productrice pure qui serait plutôt fabricant, toi, tu vois plus comme l'équilibriste, un peu l'arbitre au milieu qui fait que comment est-ce qu'on fait le meilleur film tout en défendant chacun des deux côtés? Exactement. Ouais, je trouve que c'est hyper important. Et comment c'est possible ça de bien arbitrer? Est-ce que, je sais pas, tu as des méthodes, tu as des techniques, une façon de voir les choses? J'arbitre bien. Après, non, je te dis pas ça, j'essaie de voir ta vision. C'est plus une question de feeling, voilà, ça fait quelques années, donc les budgets, on les connaît. Quand on reçoit un script, on sait pas à la virgule près, mais on sait en gros ce que ça coûte. Le print, pareil, et du coup, c'est OK. À ça, on a un budget, on a des intentions créa, et c'est vrai que moi, j'ai toujours poussé les intentions créa parce que c'est là où, voilà.
Ils ont travaillé depuis très longtemps en général. Ils n'ont pas fait leur création en un mois. Il faut que ça sorte là tout de suite et ça marche à tous les coups. Donc c'est voilà, on va pousser le sujet pour amener le meilleur possible. Et du coup, quand on en parle avec des producteurs, voilà, il y a des fois, des fois ça passe, d'autres fois non, mais au moins on sait jusqu'où on va, quoi. Ouais. Mais il y a quand même pas mal de gens dans la production qui trouvent que quelquefois, tu sais, les compétitions, ça peut être assez violent, ça peut être assez... c'est jamais agréable une compétition. C'est contractuel avec les clients, on doit faire 3 compètes. Il y en a toujours un seul qui gagne, parce qu'il y a qu'un film à produire. Il y a une campagne à produire. Donc voilà. Et après, pour moi, ça joue surtout sur les notes d'intention et la vision du réal. Est-ce que ça correspond à ce qu'avaient les créatifs en tête ou pas? Après, évidemment, il y a question de budget, mais ça, pour le coup, budget et planning, ça va souvent avec. Mais ça, pour le coup, tout le monde le sait en amont. Donc, pas on arrive et on a fait la compète et derrière, soit on n'a pas de délai, soit on n'a pas de budget. Ça, tout le monde le sait quand ils prennent le brief. Avant de prendre le brief, d'ailleurs. Oui, mais tu es d'accord qu'il y a quand même quelques compétitions, sans doute pas dans les tiennes, hein, mais qui peuvent être un peu violentes. C'est-à-dire que il peut y avoir des compétitions. Déjà, les productions sont pas rémunérées pour les compétitions. Ouais, tout à fait. Donc, ce qui est très dur. Ce qui est très dur, parce que les gens, je sais pas si tout le monde connaît les chiffres, mais tu mets vite plusieurs milliers d'euros pour construire un joli dossier qui se démarque avec un graphiste, avec un rédacteur, une rédactrice. Et puis en temps, surtout en temps, le temps du réal, le temps du producteur, productrice, c'est quand même assez long. Quelquefois, il y a, pas toujours, mais il peut y avoir quelquefois une certaine opacité sur les décisions. Bon, il y a le sujet aussi quelquefois les prods internes sont dans les compétitions. Donc ça ils le savent en général. Ça, les producteurs le savent. Il y a une certaine transparence qui vient du TV, mais qui est plus ou moins grande en fonction des TV. Quelquefois, tout n'est pas dit. Donc, comment tu gères ça pour pouvoir garder de bonnes relations aussi avec les productions, parce que c'est aussi ton intérêt de pouvoir les reconsulter. Exactement. Alors moi, il y a plusieurs choses. Les compètes, j'entends, et je sais que c'est de l'argent. Après, les agences peuvent dire pareil, en vrai. Parce que quand il y a un pitch, ils sont de moins en moins rémunérés, voire plus du tout quand ils sont en compète pour un nouveau client. Donc, j'entends ce point. Après, moi, c'est pas moi qui peux répondre comment faire pour rémunérer au passage, les agences parce que c'est du temps passé pour tout le monde. Quoi. Ouais, mais les agences qui sont rémunérées pour leurs compétitions... Elles sont pas rémunérées pour leurs compétitions. Non, mais certaines peuvent l'être. Elles rémunèrent pas les prods pour les compétitions en question. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, il y a... Après, c'est eux qui trouvent le client, c'est eux qui trouvent la créa. Il y a aussi une légitimité là-dedans. Je juge pas. Mais c'est juste mais j'entends le point. Je sais que c'est un vrai investissement pour les prods. Mais après, comment faire Je t'avoue que moi, depuis que j'ai commencé la télé, ça a toujours été comme ça, en fait. Ouais. Mais sachant ça, sans vouloir réinventer ce truc-là, sachant ça, comment toi tu fais, toi personnellement, dans tes compétitions, est-ce qu'il y a des choses que tu t'appliques à faire pour que ça se passe bien et pour que tout ça, qui peut amener de la frustration des deux côtés, se passe bien? Écoute, je sais pas. Moi, tu sais qu'on m'a souvent dit, ce qui est vrai d'ailleurs. Je suis pas diplomate. Bon, je m'assagis avec l'âge, mais voilà. En revanche, j'ai toujours dit les choses. J'ai jamais caché ou menti ou dit la moitié des choses. Ouais. J'ai toujours été super transparente avec les prods. Voilà. C'est vrai que je leur dis pas d'emblée qui je mets en compète parce que j'estime que voilà, on va déjà faire le pitch et puis je vous dirai après au pire. Mais je briefe tout le monde pareil. Enfin, tout le monde pareil. Après, il y a les créatifs qui parlent au réal, donc selon les bandes réal, etc. Voilà, il y a des choses qui remontent plus où ils se disent voilà, sur ta bande il y a ça que j'aimais, ils peuvent pas le dire à un autre réal. Mais en tout cas, le brief, la base, c'est la même chose. C'est la même chose, et j'ai toujours été transparente avec eux. Donc, je sais pas. Je pense que c'est. Enfin, je sais pas. Je me dis que c'est peut-être ce côté-là, le fait d'être transparente, qui fait que ils savent que je vais pas leur mentir ou leur faire croire quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Ouais. Je sais pas. Faudra leur poser la question à eux, en fait. Ouais. Alors, juste, attends, je sais pas quoi répondre. Un truc qui m'intéresse et qu'on n'entend pas souvent, justement, à l'inverse, tu vois, côté agence, c'est quoi les points de friction sur une compétition? Quand est-ce que tu te dis, zut, c'est pas une compétition qui marche bien, ou on n'aime pas ça venant de certaines productions? Qu'est-ce qui fait que ça peut être désagréable du côté de l'agence aussi? D'avoir une note qui répond pas au brief. Ouais. Ça peut arriver.
ou d'avoir une note qui répond au brief. Et avant la PPM, parce qu'on essaie de se parler en amont, on se rend compte que le board, non. Donc la PPM, c'est la réunion qu'on fait une fois qu'on a choisi, qu'on a choisi une fois qu'on a choisi, qu'on a avancé, etc. Ou le storyboard, qui est donc ce fameux dessin où on sait les plans qu'on va avoir, ne correspond pas à la note qu'on avait validée. C'est-à-dire qu'en fait, on t'a fait une super note en compétition pour te séduire, et une fois que c'est gagné, en fait, le film qu'on te propose n'est pas du tout le même, c'est ça ? Ça arrive rarement, mais il y a une fois où il est arrivé que le réal nous faisait son court-métrage, quoi. Ah oui, d'accord, C'était pas la commande client, donc bon. Pas facile, ça. Bah non, mais on a livré quand même, hein. Mais ce sont des moments où on se dit, bon, c'est bien gentil les gars, mais c'était pas l'idée, quoi. Et on sait pas, c'est pas ce qu'on s'est dit. Donc voilà, oui, il peut y avoir des frustrations ou des fois où il y a des choses qui sont pas raccord sur un casting, sur l'intention qu'on a envie de donner ou là on a envie d'aller. Mais en général, ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même des sujets de discussion et ça se passe bien. Il y a quand même beaucoup d'échanges avant les tournages quand même, donc on a quand même l'occasion, j'imagine, dans un cas comme ça. Dans la préparation, c'est assez long, donc on a le temps de se parler. Enfin, assez long. De moins en moins, mais on a le temps de se parler. On n'a pas 3 jours de prépa, quoi. C'est ce que je veux dire. Ouais, d'accord. Et à part ce genre de cas un peu particulier dont tu me parles là, un peu extrême du coup, est-ce qu'il y a des choses qui pour toi pourraient mieux se passer du côté des agences pour ces compétitions justement ? Est-ce que c'est pas une usine à gaz de briefer des prods, tu vois, ou de faire des recherches réelles ? Parce qu'avant qu'il y ait une compète à 3, pour expliquer, il y a quand même un moment où tu parles à plus de prod que ça et on t'envoie juste des bandes de réalisateurs avec des exemples de films. Là, il y a beaucoup de films à regarder. En général, moi, je fais ma sélection avant. C'est toi qui sélectionnes ? Je me dis, moi, je reçois le script et je me fais ma liste réelle. Donc après, j'envoie des liens avant d'appeler les maisons de prod. J'envoie des liens aux créatifs en disant voilà, je pensais à ça, puis on en parle et voilà. D'accord. Donc des fois ça correspond, c'est top et j'appelle les prods après. Des fois ça correspond pas ou des fois les gens sont pas dispo, ceux auxquels j'ai pensé. Donc après ça devient des sujets de discussion avec les producteurs. Mais en général je fais ma sélection avant. J'appelle pas les producteurs en envoyant un script en disant j'ai ça, tu me proposes qui c'est pas possible. D'accord. Donc ça nécessite quand même d'avoir de ton côté une grosse culture de tous les réals qui existent et de leur style. Ça, c'est ce qui est. Et puis il y a tout le temps de nouveaux réals, donc c'est quand même pas facile. Oui, c'est pour ça que je pense que je les connais pas tous, parce que là j'en ai encore plein sur mon mail là que je dois regarder, je t'avoue. Parce que ton été à regarder des bandes la première fois, tu as pu le faire le premier été, j'imagine, mais tu peux pas faire ça tous les étés. Non. Donc est-ce que les réals que tu listes comme ça, toi, avant d'envoyer les briefs au prod, est-ce que t'es souvent, c'est souvent ceux-là que vous prenez, ou alors est-ce qu'au final, régulièrement, en fait, les productrices te trouvent d'autres réals auxquels t'avais pas pensé ? Ça dépend en fait. C'est soit il y a ceux-là, soit il y en a d'autres qui se mettent suite aux discussions avec les créatifs, qui me disent j'aurais bien aimé aussi un tel et ça correspond, j'y avais pas pensé, donc voilà, on le met aussi dans la boucle. Et après c'est vrai que quand on brief, quand j'appelle pour leur dire bon voilà il y a telle production, on pensait à un tel, certains, il y en a qui peuvent ne pas être dispo ou qui sont quand même un peu loin de l'enveloppe, ce que j'essaye toujours en me disant bon peut-être ça pourra marcher. Et c'est de taper donc entre guillemets taper plus haut que le budget que tu as. Ouais, ça arrive souvent. Ça arrive souvent, mais si ça se tente après. Voilà. Et du coup, soit qu'ils sont pas dispo, soit qu'ils sont vraiment trop loin du budget. Et du coup, ça arrive, oui, que les producteurs m'en proposent d'autres. Et quand tu as un budget comme ça, c'est quelque chose qui est toujours fixe ou les budgets sont fermés en général. C'est tout le temps fermé. Les budgets clients, ils sont fermés. Ouais. Il y a une époque où quand tu avais un budget comme ça, si on te sortait un super réal auquel tu n'as pas pensé et qui était plus cher, on a l'impression que les agences pouvaient... Après, on peut proposer, c'est pas les agences qui vont le trouver. Il faut l'aval client quand même. Mais après, trouver le budget auprès du client, je veux dire. Tu vois. Mais ça peut arriver. Ça arrive encore ? Encore aujourd'hui, oui, ça peut arriver. C'est moins régulier, mais ça peut arriver. Moi, je me souviens qu'à l'époque, parce que je vais prendre l'exemple d'Ubisoft, là où on avait une enveloppe fermée, vu que c'était le même principe, parce que c'est quand même 95% des clients où il faut présenter 3 réals.
je faisais toujours en sorte d'en avoir dans l'enveloppe. Il y en avait un qui était au-dessus. On leur présentait. Après, vous voulez le prendre, on l'a. Vous n'avez pas le budget. On en a quand même qui sont très bien dans l'enveloppe. Bon, le client aimait beaucoup aussi la création, donc il suivait souvent la reco créa. Il prenait celui qui était plus cher. Mais on a fait des super films. Mais voilà, après, il faut vraiment que le client ait envie. Ouais. En tout cas, nous, le rôle de la prod, c'est pas d'arriver en étant tout le temps hors enveloppe, quoi. Voilà, il faut bien qu'il y en ait qu'il y en ait 1 sur 3, bon, mais 2 sur 3, c'est pas possible, par exemple. Ouais, d'accord. Parce que du coup, on a l'impression, ils ont le sentiment qu'on a fait une fausse compète. Et que vous les avez pas écoutés. Exactement. D'accord. Mais tu connais ça, non? Ouais. Et à l'inverse, quand tu as quand même un réal hors budget, certains clients pourraient aussi te dire bah non, mais vous n'avez pas compris, le budget c'est ça. Non, parce que je leur propose aussi des réals dans le budget. Ouais. Donc là, c'est leur choix de prendre, de choisir celui qui est hors budget. D'accord. Il y a un choix, hein. Après, je les laisse choisir. Ouais, ok. Donc, donc à part ces trucs-là dont tu parles, il n'y a pas de choses qui, selon toi, pourraient être améliorées dans les compètes côté agence, hein, j'entends, pour simplifier la vie. En fait, moi, je n'ai plus la vision globale vu que je suis indépendante. Ouais. Et c'est vrai que j'ai toujours travaillé comme ça en étant transparente. Donc, mais tu fais les compètes quand même. Oui, bien sûr, je fais les compètes, mais vu que j'ai tout le temps fonctionné comme ça, je me dis, cette question, c'est peut-être plus les producteurs qui pourraient nous dire ce qui, à leur sens, ne marche pas et ce qui est pas bon. Après, ce qui est amélioré, mais ça, je sais pas, des fois, d'avoir plus de timing, ça serait génial. Mais quand les créatifs ont retravaillé 15 fois leur création, les commerciaux sont repartis pour essayer de la revendre X fois. C'est vrai qu'à un moment donné, quand l'achat d'espace est déjà bloqué, ça devient difficile d'avoir plus de délai, quoi. Mais la liste de ce que les producteurs ou productrices voudraient changer dans les compètes, je t'assure que je pense qu'elle est longue et que j'aurais pas trop de mal à la voir, tu vois, de ce qu'ils voudraient changer ou améliorer. Mais par contre, c'est vrai que côté agence, on le sait pas trop, tu vois. Et non, c'est intéressant. C'est pour ça, je te dis, moi, je la connais pas, cette liste, en revanche. Ouais, ok. Mais c'est intéressant, c'est vrai que c'est intéressant. Je leur poserai la question. Tiens. Mais ouais, pose la question. Parce que je vais leur poser la question. On se parle pas assez des deux côtés. On a l'impression que quelquefois il y a une petite frontière et que on n'est pas sur les mêmes. On n'est pas sur les mêmes discussions quelquefois, quoi. Comme tu dis, hein, les créas passent vachement de temps sur les créations. Ouais. Et les productrices, les producteurs les découvrent quelques semaines avant un tournage. Et donc du coup, se rendent pas toujours compte de tout ça, de tout ce qui a pu se passer avant. Moi le premier, tu vois. Donc on est un peu dans deux mondes différents parfois. Bah c'est souvent un sujet que j'entends dans ce podcast en tout cas. Ouais, c'est possible. Donc c'est intéressant. Cool, ok. Donc ça c'est pour tout ce qui est compète et tout ça. Si juste, donc toi t'as fait essentiellement plutôt de la TV prod et aussi de la prod, mais plutôt côté agence tout ça. Est-ce que tu vois ce monde évoluer depuis pas mal de temps? Est-ce que tu t'arrives à imaginer ce que ça pourrait être dans 5 ou 10 ans tout ça? Mais pas du tout. Mais je pense pas pour toi forcément personnellement. Non, j'entends. Qu'est-ce qui va changer dans ce mode de travail ensemble? Est-ce qu'on va avoir plus de prod intégrés? Est-ce qu'on va avoir plus de prod qui vont voir les clients en direct? Est-ce qu'on va avoir... Ça existe déjà. Ça existe déjà, ouais, mais... Ouais. Il y a déjà des prods qui sont en direct client. Il y a déjà pas mal de prods intégrés. Après, comment ça va évoluer, Tu sens pas des tendances ou des choses qui arrivent? J'arrive pas à me rendre compte. Il s'est passé tellement de choses là aussi avec le Covid que c'est difficile en fait de savoir ce qui va se passer parce que ça joue avec tellement de choses extérieures que c'est super compliqué, je trouve. Ouais, quand tu vois CLM qui a fermé, c'était quand même pour moi quelque chose d'improbable, par exemple. Bah ouais, ça a été dur à tous les niveaux, hein. Ben voilà, ça, il y a certaines productions aussi qui ont fermé, il y a qui font d'autres choses. C'est hyper compliqué de savoir.
Clairement. Personne n'a la réponse à cette question en Ouais, général. j'adorerais l'avoir, ceci dit. Mais, Et toi, à titre personnel, tu te vois évoluer comment sur les prochaines années? T'as envie de continuer à bosser pour différentes agences comme ça? ouais, j'aime bien. Ouais. Y a pas moyen que tu redeviennes directrice de la prod d'une agence? Oh non. Non. Enfin non. Je sais pas de quoi demain sera fait, mais je t'avoue Jamais que dans non. jamais. Là, c'est pas du tout. C'est pas du tout au programme. Ouais, non, c'est pas du tout ce que j'ai en tête ou ce que j'ai envie de faire, ou même retourner en agence. Pour le moment, je trouve ça tellement chouette comme ça que Ouais. Et ça voilà, t'a ce permis rythme me va bien. ça t'a permis de vraiment changer des choses, même dans ta vie perso. T'as plus de Ah bah temps, déjà, j'ai tu peux l'impression de vivre revivre, de voir ma ailleurs. famille. Ouais. Et je regrette pas ce que j'ai fait avant, hein, mais Ouais. j'avais évidemment beaucoup moins de temps. Et j'ai l'impression d'être plus sur mes sujets puisque j'ai que mes sujets à gérer en fait. Alors qu'en agence, t'avais tout ce côté management et tout ça, c'est ça? Bah ouais, il y avait le côté tout le bureau à gérer, toutes les prods qui arrivaient, quand il y avait un problème, fallait y aller, ça faisait aussi partie de ma partie donc et vu que j'aimais produire, j'ai l'impression je me sentais frustrée à ce niveau-là en fait, d'avoir moins de temps pour bien faire mes productions. Ouais. Ou bien les gérer, je sais pas comment dire, parce que quand on a moins de temps, automatiquement, il y a des frustrations qui se passent. Ouais. Donc enlever le côté managérial et le côté un peu politique de la présence en agence pour se concentrer plutôt sur des projets, quoi. Exactement. D'accord. Ok. Ça marche. Et alors du coup, j'aime bien poser une petite question par rapport à ça aussi sur la fin, sur des conseils pour des gens qui commencent la production. Ouais. Beaucoup n'imaginent pas forcément aller bosser dans des agences. C'est dommage, c'est super formateur, je trouve. Bah ouais, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce que tu auras à leur dire, ces gens-là qui sont, pour certains, en école d'audiovisuel, tu vois, ou pour ceux qui commencent et qui veulent être à la prod, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, qui se destinent plutôt à ces métiers-là, sans même savoir exactement lesquels, et comment est-ce que tu vas bosser dans une agence, et qu'est-ce que tu y gagnes, comme tu dis là? Ben, moi, je trouve, enfin voilà, hein, après c'est encore une fois une expérience personnelle. Hein. Moi, je trouve qu'en agence, déjà on te forme. Tu travailles avec des seniors en général, tu t'es jamais lancé seul, donc tu as quand même une formation, une base, un moyen de connaître les producteurs et de voir tout ce qui se fait. En tout cas, si on a envie, on peut le voir. D'avoir des process de travail qui sont quand même super importants parce que c'est beaucoup d'organisation, la prod. C'est pas ouais, c'est bon, ça va se faire. C'est non, faut le mettre en place, faut être sûr que ce soit mis en place, faut avancer. Et je trouve que voilà, enfin, maison de prod, je pense que ça doit être plus ou moins la même chose, mais j'ai parlé d'agence parce que c'est ce que je connais. Et tu as des échanges aussi avec d'autres TV, d'autres producteurs qui sont hyper intéressants et formateurs. Donc, moi, se lancer seul quand on sort de l'école en prod, il y a plein de réflexes qui sont pas, qui deviennent automatiques avec le temps, mais ce sont des choses qu'on a apprises. Donc, si on ne les apprend pas, je trouve que c'est compliqué en fait. Les prods, rien que les échelles de boîte sont quand même beaucoup plus petites que les agences. Ouais. Donc c'est vrai que. Mais ils fabriquent des films, ils en font, ils ont quand même leurs réflexes et il y a le dire prod qui est quand même super important dans une maison de prod. Avec lequel ils peuvent échanger et s'appuyer. Il y a souvent un responsable de post-prod. Donc voilà, c'est quand même un échange avec des personnes qui font ça, qui savent de quoi elles parlent et qui permettent d'avancer. Et le faire seul, c'est voilà, il y a des choses, même quand on fabrique un film, on a besoin des fois, avant de sortir les devis, de parler avec le responsable de la post-prod ou en tout cas la personne en charge de la post-prod, parce qu'il y a des choses qui vont pas être shootées en réel. Comment on fait pour que ça paraisse le plus naturel possible? Si on n'a pas cette discussion, on peut pas l'inventer en fait. Donc du coup, en agence, il y a du monde, plein de gens talentueux et tu peux poser un max de questions. Ouais. Et donc voilà, faut pas être freelance c'est une dès le début. expérience qui est très formatrice. Ouais. Parce que dès le début, enfin je sais pas, moi dès le début, ouais, je l'aurais peut-être pas fait. Je me serais pas sentie, pas sentie à l'aise ou légitime pour le faire, quoi. De faire quoi? De la prod directement, tu veux dire? Ah ouais. Ouais. Donc c'est une bonne manière pour apprendre les choses dans l'ordre.
sans être tout de suite Ouais, surtout que la moindre chose en prod, voilà, c'est dommage, mais ou vulgaire ou ce qu'on veut, mais c'est toujours le sujet. Hein, on dépense de l'argent dès qu'on fait quelque chose. Donc bon, il y a un moment donné, autant limiter les risques, je dirais. Ça marche. Bon, bah écoute, super, Sophie. Je sais pas si tu voulais rajouter un truc particulier sur cet épisode. Ou si on a déjà parlé de pas mal de choses. On a parlé de pas mal de choses déjà. Ouais. C'est passé vite. Ouais. Je te remercie en tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Et puis j'espère que ça donnera envie à d'autres personnes de faire aussi ces métiers-là côté agence. Oui, absolument. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Donc bon. Super. Eh ben merci Sophie. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Salut. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On a besoin de vous pour faire découvrir ce nouveau podcast. Si vous voulez nous aider, il y a 3 choses simples. Envoyez-le autour de vous, le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et mettez-nous une superbe note 5 étoiles si ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message par email sur lepodcastdelaprod@gmail.com. Merci et à très vite.